Victime, bourreau, sauveur, le sujet du jour. Qu'est-ce qui crée la victime? Qu'est-ce qui détermine le bourreau? Où se termine le rôle du sauveur, sachant que nous sommes tous en quête d'autonomie? C'est souvent le manque d'options à pouvoir exister lorsqu'on est convaincu de subir notre vie au lieu de la créer. Pourquoi sommes-nous convaincus de subir notre vie? Comment est-ce possible que des bourreaux prétendent être des victimes? Par quel phénomène des sauveurs créent autant de victimes que de bourreaux alors qu'ils veulent aider? Et peut-on sortir du triangle? C'est le défi de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on légitimise la diversité, on déconstruit les croyances limitantes, on s'ouvre à une réalité plus vaste. Ici, on choisit de comprendre au lieu de juger, car chaque épisode est une invitation à revoir et créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Alors, préfères-tu qu'on te plaigne? Préfères-tu être en charge des autres? Ou c'est fini tout ça et tu préfères mordre plutôt qu'être mordu? Choisit-on vraiment notre rôle? Y a-t-il d'autres options? Ce triangle-là, ce fameux triangle-là, dans lequel on se retrouve, veut pas, on le choisit pas, mais un jour vient ou va venir pour toi, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ton processus d'évolution, mais il y a un jour où est-ce que tu vas te rendre compte que tout ce qu'on fait, c'est passer d'un rôle à l'autre. Et c'est comme si, à un moment donné, on n'a plus d'options, on manque d'options pour exister. Parce que ces rôles-là, que ce soit la victime, le bourreau ou le sauveur, c'est tellement facile de se retrouver dans un de ces rôles-là qu'on n'a même pas besoin ni de choisir, ni d'en être conscient. Ça se fait tout seul. C'est le mode de vie par lequel on entre en relation, les rôles se distribuent sans qu'on les choisisse et vlan, le tour est joué. Donc, ça nécessite ni présence, ni choix, ni conscience de se retrouver dans un de ces rôles-là. C'est le mode, souvent, le mode survie qui va nous amener là. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va démystifier le processus de ce triangle-là parce que, oui, il y a moyen d'en sortir, là. C'est pas les trois seules options pour exister, mais souvent, soit on le sait pas, soit on ne sait pas comment en sortir. Donc, et ce qui fait que c'est si facile de tomber dans ce schéma-là, c'est que par, je sais pas moi, par un processus aussi simple qu'être un enfant, veut pas, à un moment donné ou à un autre de notre vie, on va souffrir. Que ce soit par notre incompétence, par l'humiliation, par la comparaison, par peu importe notre façon de nous juger ou de nous définir, parce que c'est le processus spontané. Quand on vient au monde, on expérimente la vie. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au bout de chaque expérience, on se définit. C'est la première étape de notre vie, c'est ça qui se passe. Pourquoi on se définit? Parce qu'on veut tout simplement exister. Donc, c'est un processus très simple et spontané qui ne demande pas de mode d'emploi, qui ne demande pas d'être enseigné. Ça se fait tout seul. Et veut pas, dans cet espace-là, où est-ce qu'un jour ou l'autre, on souffre, ben qu'est-ce qui arrive après la souffrance? Ben, on n'en veut plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On devient celui qui mord au lieu d'être mordu, ou on devient celui qui protège parce qu'on dit « Ah, c'est inacceptable d'avoir vécu ça et je voudrais que personne vive ça. » Donc, pouf, l'embranchement de la victime qui veut s'en sortir et être autre chose. Donc, sortir de la victimisation parce que même si c'est très facile de se retrouver là, c'est pas plus confortable. Donc, veut pas une victime qui va activer son système de survie, naturellement et spontanément, va se retrouver à soit faire un choix conscient de devenir un protecteur, ou de devenir celui qui mord avant d'être mordu, au lieu d'être mordu, peu importe. Donc, on va devenir, on va se faire bourreau. Et c'est vraiment drôle parce que moi, c'est vrai, ça a été vraiment ça. Je me suis quand je me suis fait agresser à 15 ans,
je suis devenue comme, c'était comme s'il y avait un pouvoir autour de la sexualité, heu, qui me torturait dans le sens, tu sais, je pouvais rester dans le rôle de la victime, mais d'ailleurs, j'y ai trempé pendant un bon bout de temps, mais à un moment donné, heu, tu essayes de t'en sortir autant que tu peux, puis, tu te dis: «Bon, ben, OK, j'ai été, on m'a victimisé par la sexualité, mais en même temps, je suis entrée en relation par la sexualité, j'ai existé par la sexualité. Si tu as été ignoré avant ça, ben tu te dis, ben ça a l'air que c'est de même qu'on rentre en relation. Donc, je me suis retrouvée à devenir un bourreau parce que j'utilisais ma sexualité pour entrer en relation, et c'était très, très, très nocif, autant pour moi que ceux qui avaient le courage d'entrer en contact avec la bête, parce que je ne me laissais pas aimer en tant qu'individu. Je ne permets pas, je permettais pas des relations d'amitié sincères, profondes. J'étais très méfiante et j'étais très sélective. Donc, j'avais une sexualité extrêmement malsaine parce qu'elle n'était pas équilibrée, elle n'était pas basée sur quelque chose de sain. Pour moi, la sexualité, puis ça, c'est tout, c'était méga inconscient, là, on s'entend, mais pour moi, la sexualité, c'était une arme. Donc, soit on attaque ou soit on est attaqué. Et j'ai expérimenté le rôle de bourreau par la sexualité. J'ai commencé par la victime, j'ai continué par le bourreau. Et par après, ben, je suis entrée dans le sauveur aussi. Donc, j'ai expérimenté à partir d'une notion, la sexualité. J'ai expérimenté les trois postures. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est très facile de tourner en rond dans ce schéma-là, parce que ça se fait tout seul. On C'est même pas conscient. Là, je te raconte les choix que j'ai faits, puis les comportements que j'ai eus, mais c'était tellement inconscient, là. C'était tout le temps le manque d'options. Ce triangle-là, c'est vraiment notre système de survie. On réagit comme un animal. On réagit, la survie, c'est vraiment ça, là. Est-ce que je suis la proie ou le prédateur, le protecteur ou le protégé? Donc, c'est ce qui nous emprisonne dans le triangle de ce que les gens appellent le fameux triangle de Kapman. Donc, ce triangle-là, c'est le manque d'options et c'est ce qui s'expérimente par le biais du système de survie. Donc, le système de protection, le système de vouloir exister. Parce que même exister, c'est un processus de survie aussi, parce qu'on est là, on n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin d'interaction, on est là, mais on cherche à prouver qu'on a notre place, gagner notre place, on cherche à exister, et veut pas, c'est par les relations qu'on obtient une confirmation quelconque de notre existence, et lorsqu'on se définit, à l'issue de nos expériences ou par l'accumulation d'expériences similaires, ben notre définition de nous devient aussi notre prison. Donc, lorsque on a souffert, si je reviens à la plaie de ce triangle-là, c'est la souffrance, bien sûr. Ben, lorsqu'on a souffert, on devient comme hyper vigilant, comme un chasseur, comme un prédateur. On devient hyper vigilant à ça a-tu l'air d'un attaqueur, ça a-tu l'air d'un prédateur. Donc, on devient hyper vigilant à, aux proies et aux prédateurs, aux protecteurs et aux protégés. Donc, on développe notre système de survie qui est un système de protection en tant que tel, là, si on simplifie les choses, va faire qu'on va être hyper vigilant, et cette hyper vigilance-là nous amène à reproduire le jour de la marmotte. Donc, on répète, on répète, on répète. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on regarde. Notre focus est à regarder c'est qui le prochain qui va m'attaquer, c'est qui... Donc, on va être très, très, très... On va avoir des sens affûtés par le biais de notre souffrance précédente. Donc, c'est vraiment pas cool comme processus. Donc, la vigilance, ce que j'appelle la vigilance, c'est être à l'affût. Ça amène de la distorsion au niveau de notre émission quantique, notre corps et notre identité. Et c'est ce qui va créer littéralement du danger. Donc,
c'est ce qui va faire que on va se retrouver en danger. Pourquoi? Parce qu'on est à l'affût du danger. Donc, c'est la seule chose qui peut exister. C'est un processus, c'est un système automatique. Notre système nerveux est une antenne émettrice, créatrice, là. Donc, c'est sûr que si la seule chose qu'on regarde, c'est les méchants puis les gentils, ben, il va toujours y avoir que des méchants et des gentils et nous, on va juste changer de rôle dans ce processus-là, tout dépendant de quel genre de personne qu'on s'entoure, quel genre d'attention qu'on cherche, quel genre de relation qu'on cherche à construire. Donc, c'est vraiment ce processus-là est un tourbillon incessant, une prison infernale, tant qu'on ne se donne pas d'autres options relationnelles. C'est sûr que il y a bien des façons de sortir de là. Chacun va trouver sa façon. Moi, j'ai développé la mienne. J'ai même un petit tableau là que je te titille avec là, mais dans le fond, ça c'est un tableau que mes étudiants dans mon école ont, où est-ce que j'explique la vision du monde d'une victime, d'un bourreau puis d'un sauveur. Et ce qui est fascinant dans ce processus-là, c'est comment comment te reconnaître dans ton rôle. Parce que on est tu sais, je me souviens, là, je me souviens que, à quel point que je savais pas. Un petit peu. Dans le fond, quand on sort du triangle, c'est là qu'on se rend compte des rôles qu'on jouait. Mais quand on est dedans ces rôles-là, c'est très difficile de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que, un petit peu plus loin dans l'émission d'aujourd'hui, je vais te donner un petit peu des idées pour regarder de quel type de personne tu t'entoures pour être capable de te voir dans ton rôle actuel, présent, passé ou futur, parce que il y a de fortes chances que tu passes d'un à l'autre, tout dépendant de tes cercles sociaux, de ta famille, de ton couple ou peu importe. Donc, ça se peut que tu changes de posture selon ton cercle social. Mais je vais te donner des outils pour que tu puisses te voir. C'est pour ça que j'enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique. Donc, si tu te vois pas, tu peux pas savoir que tu peux être autre chose. Donc, moi, je veux t'amener à te voir. Fait que je te dirai pas ta vision du monde. Et là, ta vision du monde, ça, tu le sais. Mais de quoi tu t'entoures pour que tu puisses te voir si tu ne te vois pas, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, comment moi, j'ai vécu le constat du cercle vicieux et à quel point on manque d'options. Premièrement, je te dirais, une des façons de te rendre compte, puis que moi, je m'en suis rendu compte, c'est que tant et aussi longtemps que tu crois subir ta vie, t'es dans le cercle, t'es dans le triangle. On ne mélangera pas les termes, sinon ça ne sortira pas. Donc, tant qu'on croit subir sa vie, on y reste. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui pourrait changer si on n'a aucun contrôle? OK? C'est parfaitement logique, mais c'est pas vrai. OK? Donc, si on est convaincu de subir notre vie, c'est sûr qu'on va être convaincu que notre vie peut pas changer. Et moi, c'est là que je veux t'amener à sortir de cette proposition slash illusion-là, parce que c'est pas cool d'être pogné là. Donc, on fait juste passer d'un rôle à l'autre spontanément, sans même s'en rendre compte, ce qui amplifie l'illusion d'impuissance à changer de vie, car les trois rôles s'expérimentent sous l'identité d'une victime. C'est ça qui est trippant. C'est que le sauveur va être entouré je vais te le dire tout de suite, là. Je voulais attendre, mais je pense que ça va t'aider à mieux comprendre la suite. D'après toi, c'est quel le meilleur? Parce que quand on se retrouve, qu'on découvre un petit peu le triangle, on se dit, ah, c'est quel le moins pire? Et on pense tous que c'est le sauveur le moins pire. Ou quand on est convaincu d'être impuissant, ben, on va se réfugier dans la victimisation. C'est plus facile de déléguer la responsabilité aux autres. Mais souvent, on tend à aller vers le sauveur et on gratifie le sauveur de j'aide les gens, je veux aider les gens. Mais le processus, là, c'est que on a besoin de l'autre pour confirmer ce qu'on est. OK? Ça, c'est simple. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour confirmer ce que tu es. Donc, de quoi une victime a besoin dans sa vie pour exister? Elle a besoin de bourreaux.
Elle a besoin de pervers narcissiques, entre autres, mes préférés. Elle a besoin de gens méchants. Elle a besoin de gens avec du prétendu pouvoir. J'aime ça utiliser le mot prétendu parce que le pouvoir est là bien parce qu'on le donne. Donc, ça veut dire quoi? Des gens au prétendu pouvoir, donc soit des gens riches, les gens qui gèrent les lois, les systèmes et tout ça. Donc, ils vont souvent subir les systèmes, les lois et tout ça. Les victimes vont aussi être entourées de sauveurs parce que ça leur permet de se plaindre et de confirmer leur statut de victime. Et ils vont être entourés aussi de gens prétendus supérieurs en tout pour pouvoir se diminuer sur un maximum de plans. Là, je le sais que c'est pas le fun à entendre. C'est pas le fun. Et je suis sûre on espère tous pas se retrouver là, mais du moment que tu t'en rends compte, tu peux commencer à sortir. Moi, c'est pour ça que je te le dis. Si tu es dans cet espace-là, tu es entouré de bourreaux, de gens qui ont du pouvoir, OK? Ce pouvoir-là, ils l'ont parce qu'on le cède inconsciemment. Donc, si tu es entouré de bourreaux, de méchants, de gens avec du prétendu pouvoir et de sauveurs, OK? Ça, les sauveurs, là, une victime est profondément agressée par les sauveurs, OK? Et même, elle ne les appellera pas des sauveurs parce que elle va les appeler des bourreaux. Mais c'est des bourreurs. Voyons, c'est des bourreurs. Les sauveurs sont vus comme des bourreaux par les victimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes. OK? Donc, si tu es entouré de gens comme ça, tu es dans une posture de victime et continue d'écouter l'épisode, ben, je veux t'aider à sortir de là. Maintenant, les bourreaux. Les bourreaux, c'est des élus. C'est des élus. J'ai pas connu beaucoup de bourreaux qui se reconnaissaient comme tels. Moi, je me suis reconnue comme un bourreau, même que j'utilisais pas le mot bourreau, je me considérais comme un monstre, littéralement. Et c'est plus tard que j'ai compris que de faire de moi un monstre, parce que j'avais eu des comportements que j'estimais monstrueux. Donc, j'ai fait de moi un monstre à partir de mes comportements monstrueux. Si tu veux comprendre plus de ce que je te dis là, écoute l'épisode d'avant, là, l'épisode 11, j'en parle un petit peu. Donc, le bourreau se découvre à l'issue d'un acte et se définit. Et souvent, il va même être défini par d'autres. Donc, des fois, on se définit comme bourreau par nous-mêmes, donc soit on se conçoit comme un monstre ou peu importe, mais parfois, on va poser un geste qui était bien intentionné, mais qui va être reçu comme une attaque. Et là, c'est là qu'on nous élit, on décide, on fait de nous un bourreau, alors qu'on n'était pas conscient que notre geste pouvait faire du mal, pouvait blesser. Alors, le bourreau, c'est parfois on se définit comme un bourreau, mais parfois c'est des gens qui nous mettent sur ce trône-là pour régner. Et encore une fois, comme tous les rôles non choisis, ben ça nous rend agressifs, ça nous agresse, ça nourrit l'impuissance. Et ça donne beaucoup d'émotions. Donc, quand tu es émotif, donc quand tu as de l'hyper-émotivité, c'est qu'on t'a donné un rôle, soit les gens ou toi-même, spontanément, sans t'en rendre compte. Donc, tu t'es retrouvé dans un rôle avec lequel tu n'es pas d'accord d'avoir ce rôle-là. Donc, ça va donner beaucoup d'émotivité. Mais, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le rôle qui fait les dommages, c'est de croire en le rôle qu'on t'a attribué. Que ce soit toi qui te l'as attribué ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas qu'on te colle l'étiquette, mais c'est que tu mettes du duct tape par-dessus puis que tu choisisses d'y croire. C'est ça qui fait des dommages. Donc, le bourreau. Là, je te donne de quoi sont entourés les bourreaux pour que tu sois capable de te voir si tu es dans cette posture-là, que tu l'aies choisi ou non, que ce soit conscient ou pas, c'est pas important, là, OK? Moi, je veux que tu te vois si tu es dans cette posture-là. Donc, un bourreau, c'est entouré premièrement de victimes, OK? Parce que de la même façon qu'une victime, pour exister, elle a besoin de bourreau, ben le bourreau, pour exister, a besoin de victime, OK? Est-ce que les deux rôles sont vrais?
Pas nécessairement, là, OK? C'est les gens qui choisissent de croire en les rôles, qui génèrent les identités. Mais souvent, les victimes et les bourreaux vont se côtoyer de très près parce qu'ils ont besoin un de l'autre. OK? Et je l'ai vécu personnellement et c'est pas c'est tellement inconscient des deux parties, mais c'est tellement comment je pourrais dire nourrissant parce qu'on existe. Donc, la victime, elle veut exister, elle veut pas mourir, personne veut mourir. Donc, la victime, elle veut exister. Le bourreau veut exister, qu'il le soit ou pas, parce que c'est une forme existentielle et peut-être qu'il n'y a pas d'autre option. Donc, par manque d'options, on aime mieux exister par la merde dans laquelle on vit que mourir, OK? Donc, c'est vraiment un espace pas confortable et c'est pour ça que je fais cet épisode-là, là. Donc, le bourreau va aussi s'entourer de sauveurs parce que, euh, on va y revenir avec le sauveur après, mais tu sais, un sauveur, le bourreau, ça prend quelqu'un pour l'accuser. Les victimes il y en a qui vont vraiment clamer à ah il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais il y a beaucoup de victimes qui sont à voix basse, donc qui vont se réfugier dans une espèce de honte et qui ne se révéleront pas comme victimes. Donc les sauveurs vont arriver, patte aux fesses comme dirait mon chum, vont arriver en courant pour aller sauver les victimes muettes, dénoncer les bourreaux. Donc, les victimes et les bourreaux s'entourent de sauveurs par le fait même. OK? Donc, c'est vraiment... donc, c'est ce que si tu es entouré de sauveurs, ben, tu es soit une victime ou un bourreau, c'est à toi de te voir. Et les bourreaux vont aussi s'entourer de gens en détresse parce qu'ils vont vouloir confirmer qu'ils font du mal. C'est une posture encore qui peut être consciente ou inconsciente, mais le bourreau a besoin de confirmer qu'il fait du mal si c'est sa forme existentielle et ils doivent se faire accuser, ils doivent se faire réprimander, les reproches sont constants, donc ils vont s'entourer de gens en détresse. Ils vont s'entourer aussi de gens vulnérables car cela confirme leur puissance destructrice. Donc, c'est vraiment le bourreau. Je te dirais que le bourreau, c'est l'espace qui est parmi les plus inconfortables. Parce que si c'est nous-mêmes, comme moi, là, je m'étais conçue comme un monstre parce que j'avais fait quelque chose que j'estimais inacceptable, OK? Puis plus qu'une fois, là, OK, j'avais fait des choses épouvantables. C'est sûr, mon lien relationnel le plus solide que j'avais dans mon ancienne vie, c'était la culpabilité. Donc, quand ton lien relationnel le plus solide et le plus crédible existe dans ta vie, ben c'est sûr que si tu veux t'unir avec un maximum de gens, il faut que tu sois monstrueuse. Fait que j'avais comme un sérieux problème. Donc, c'est moi qui m'ai mis dans la position du bourreau. C'était pas conscient, mais pour moi, ma survie qui faisait que la seule façon que je pouvais entrer en relation, c'était par la culpabilité et ou l'impuissance, ben c'est ce qui confirmait que j'étais un monstre. Je continuais d'exister, je ne mourrais pas. Et je pouvais même continuer à souffrir. Donc, la victime transpirait dans le bourreau, là. Donc, c'était comme la victime et le bourreau, parfois, se fusionnent, là. OK? Donc, moi, c'est ce qui s'est produit, là. La victime et le bourreau se sont fusionnés parce que j'avais été victime, j'ai voulu attaquer, je me suis mis à tellement attaquer que j'ai fait du mal, mon lien de culpabilité s'est solidifié et mon identité, mon schéma relationnel est devenu la maladresse et tout ça. Donc, c'est vraiment l'espace où le bourreau prend place. Et là, c'était moi qui m'étais mis là, mais si par quelconque maladresse, tu as fait du mal aux gens et on fait jamais du mal aux gens volontairement. Donc, permets-toi que ton intention était bonne, permets à l'autre de l'avoir accueilli à sa façon et permets-lui d'avoir son processus, permet à l'autre d'avoir son processus de découverte de la victime qu'il ou elle fait de lui, sans adhérer à la proposition que tu es le bourreau. OK? À moins que vraiment tu aies fait quelque chose euh, sans savoir avant que c'était quelque chose qui faisait du mal, genre, euh, puis que là, tu aurais
là, tu as réalisé que tu as fait du mal. Mais tu sais, on fait jamais du mal volontairement. Donc, permets-toi de ne pas avoir su parce que tu sais, tu vas encore tourner en rond là, entre la victime et le bourreau. Tu vas ne vivre que ça. Là. Tu vas passer d'un à l'autre tout le temps, tout le temps. Donc, permets-toi de ne pas avoir su et ça va être beaucoup plus confortable pour continuer ta route. Maintenant, le charmant sauveur. Le sauveur qui est si c'est un rôle presque convoité en mode survie. Parce qu'on ne veut pas vivre la honte de demeurer dans la victimisation. On ne veut pas être surtout pas le méchant de l'histoire. Donc, on va se réfugier naturellement vers le sauveur. Donc, on va vouloir protéger les autres. Que ce soit protéger nos enfants, nos amis, notre chum, notre blonde, ça ne fait pas de différence. On veut protéger. Donc, le sauveur euh, va vraiment entretenir des liens extrêmement nocifs. Je t'explique pourquoi. Donc, il s'entoure de quoi, le sauveur? Il s'entoure de victimes, c'est sûr et certain, parce qu'il va pouvoir œuvrer, il va pouvoir les protéger. Il va t'entourer aussi de bourreaux, parce qu'il va devoir dénoncer. Donc, s'il côtoie une victime, il va être à la recherche de son bourreau. S'il côtoie un bourreau, il va pointer du doigt les victimes. Donc, il va vraiment s'entourer et de bourreaux et de victimes, et ça va être son focus. Il va ne voir que ça. Il va s'entourer aussi de problèmes et de détresse, OK? Donc, ça va être des gens que tu vas avoir l'impression qu'ils sont tout le temps pognés entre deux feux, qui sont tout le temps en train de régler, de sauver quelqu'un d'une péripétie incroyable. Et ce qui arrive, dans bien des cas, souvent, malheureusement au détriment et des victimes et des bourreaux, les sauveurs, tout comme les victimes, tout comme les bourreaux, tout comme tous les êtres humains, nous sommes des grands créateurs, magnétiseurs, fondateurs de réalité. Donc, les sauveurs qui sont entourés de gens, comment je pourrais dire ça, de gens qui ne créent pas leur réalité, deviennent comme des espèces de pâtes à modeler. Donc, ils vont se soumettre, se prêter aux réalités du sauveur, comme par défaut. OK? Tu sais, quand tu connais l'option par défaut, là, quand on dit par défaut, ça veut dire que ça va être comme quand on ne choisit pas. OK? Ben, les victimes et les bourreaux, il y a beaucoup de victimes et des bourreaux qui ne choisissent pas dans leur vie, ils ne font pas de choix. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, quand on ne fait pas de choix, on devient une pâte à modeler, modelable, et les sauveurs sont d'excellents joueurs de pâte à modeler. Donc, ils vont créer avec des gens qui ne choisissent pas, qui n'ont pas de posture ou qui n'ont pas de relation par choix, va créer des victimes et des bourreaux qui n'en sont pas. Ta-na-na-na, révélation choc, OK? Le sauveur a cette capacité-là à magnétiser / créer des victimes et des bourreaux qui n'en sont pas vraiment. Et ça, c'est vraiment très inconfortable pour des victimes et des bourreaux qui ne se savent pas faussement victimes et bourreaux. Donc, parfois, étant donné que c'est des gens qui ne choisissent pas, ben, ils vont se retrouver à glisser dans la réalité du sauveur, croire qu'ils sont des victimes, croire qu'ils sont des bourreaux, se faire bercer de souffrance par le sauveur qui cherche à les aider. Donc, c'est vraiment, vraiment inconfortable. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont dans ces espaces-là et les enfants essaient de sortir de leur vie par tous les moyens possibles et imaginables et il y a une incompréhension. L'enfant et le parent ne sont pas capables de se rejoindre parce que le parent voit son enfant comme extrêmement vulnérable, il veut le protéger, crée des bourreaux. Et l'enfant ne peut pas s'épanouir et croire en son potentiel. Donc, c'est vraiment, vraiment inconfortable. Les sauveurs vont aussi s'entourer de gens insécures, de gens dans le besoin et ils vont aussi, ce qui est intéressant, ils vont s'entourer de ressources pour pouvoir se comparer et justifier son aspect indispensable. Mhm. Et oui, les sauveurs vont avoir un cercle social très varié parce que ils se conçoivent comme une ressource et ils vont se faire ambassadeurs des problèmes, mais aussi de comparatifs. Donc,
C'est un petit tableau super trippant que j'ai offert à mes étudiants dans mon école, qui explique aussi comment on voit le monde et tout ça, mais je voulais vraiment amener juste comment on est entouré pour te permettre de te voir, OK? Euh, Moi, lorsque j'ai pris conscience que mon lien relationnel le plus solide, le plus durable, le plus crédible était l'impuissance et la culpabilité, euh, il a fallu que j'inverse littéralement le processus parce que je me suis rendu compte que ça avait plus de bon sens. Euh, Parce que c'est comme, j'avais pas le choix de m'entourer de gens malheureux ou en détresse. J'avais pas le choix, soit d'avoir des comportements odieux ou qui avaient pas de bon sens pour faire du mal aux gens. J'avais pas, tu sais, j'étais tellement dans une posture que j'en pouvais plus d'être comme ça qu'il a fallu que j'inverse le processus. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est la première étape super importante pour pouvoir accéder à une nouvelle réalité, c'est de voir la précédente. OK? Puis c'est pour ça là, que je suis en train de t'expliquer tout ça. Parce que si tu ne te vois pas dans ton rôle actuel, tu ne pourras pas te voir sortir. Tu ne pourras pas constater la différence. La différence fait toute la différence. OK? C'est dans la différence que le processus existe. OK? Donc, si tu ne vois pas ton avant, tu ne pourras pas accéder à ton après. Tu ne pourras pas vivre le pendant comme l'accès à une différence. OK? Donc, c'est super important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Euh, pour pouvoir sortir de cet espace-là où est-ce que je faisais juste tourner en rond, victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, et j'en ai eu jusque-là, donc par-dessus la tête de vivre ce processus-là. Donc, j'ai choisi comment j'ai fait mon processus transitoire. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'ai premièrement semé du doute dans ma réalité, OK? Le doute est l'ingrédient essentiel à toute transformation. Si tu es convaincu ou convaincu de quoi que ce soit, t'es dans le caca, OK? Donc, première étape, tu dois douter de toi. Puis là, on dit, ben voyons, je peux pas douter, j'ai besoin de ma confiance. Douter, là, ça veut dire, est-ce que je suis vraiment ce que je suis? OK? Parce que dans mon premier livre, dans Confetti ta vie, j'explique comment je suis passée de victime à héros dans mon processus par rapport à l'agression sexuelle. Puis si j'avais pas douté de moi, j'aurais pas pu changer d'identité, j'aurais pas pu changer de rôle dans l'histoire de ma vie. Il fallait que je doute, OK? Donc, comment arriver à douter suffisamment pour pouvoir faire de toi autre chose? Parce que peu importe ce que tu crois que tu es, tu te souviens, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, un ego. Donc, l'ego, c'est ce que tu crois que tu es dans un contexte ou une relation spécifique. Parce qu'on en a plein d'égos, OK? Tu n'es pas la même personne avec ton chum, avec ta mère, avec ton employeur. Donc, tu as plein d'égos actifs. Et c'est ce que tu crois que tu es au sein d'une relation. Si tu n'arrives pas à douter de ton rôle, donc de ton identité, de ton ego, de ta définition de toi, si tu n'arrives pas à douter suffisamment, tu ne pourras jamais être autre chose. OK? Fait que c'est pour ça que le doute est ton espace de création par excellence. OK? Premièrement, donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai choisi de croire que les expériences qui venaient à moi étaient des livraisons au lieu d'épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi des livraisons? C'est que j'enseigne souvent quand les gens ils me disent ah là Chantal je vis ça là puis ça me gosse ça arrête pas ça tourne en rond blablabla ben qu'est-ce admettons ok admettons donc admettons en Europe ça fait pas très français là supposons que ok je vais ajuster mon vocabulaire donc supposons que tu aurais choisi ça que ce qui t'arrive présentement, c'est la chose la plus extraordinaire que tu as le plus besoin dans ta vie. Et
c'est vraiment drôle parce que, tu sais, souvent quand je parle de mon agression sexuelle, euh, je dis à quel point c'est une des plus belles et grandes expériences de ma vie parce que oui, c'est celle par laquelle je me suis remis en question. C'est celle par laquelle j'ai découvert qu'on pouvait changer de rôle dans l'histoire de notre vie. Puis comment ça s'est fait, ce processus-là? C'est que c'était en 2016 que j'ai commencé à apprendre à vivre au présent. J'en pouvais plus, mon corps était en train de lâcher de toute façon avec la médication, la souffrance, la constipation. Mon corps était complètement fini. Puis j'ai commencé à lire, ben, j'avais lu le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. J'avais lu quelques livres, mais surtout à m'entraîner à vivre dans maintenant. Je me suis mis à me réveiller la nuit et j'écrivais et j'avais un, je lis pas, deux, j'écris pas. Donc, me réveiller en plein milieu de la nuit pour écrire des lignes et des lignes et des pages, là. Mon chum, tu sais, je me réveillais peut-être vers 2 heures du matin, puis mon chum se levait vers 5 heures du matin, il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'avais écrit 12, 15, 25 pages, alors que j'avais jamais écrit de ma vie. Et je relisais ça et je disais, qui a écrit ça? C'était tellement, il y avait tellement de notions, de connaissances, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mais c'est donc ben hot. Mais à l'époque, je travaillais dans les portes de garage au marketing. Ça n'avait rien à voir avec la spiritualité. Mais j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que, un, je trouvais ça très hot. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour moi, c'était comme... Puis, donc, je me suis mis ça venait à moi, j'écrivais, et c'est ce qui a donné naissance à mon premier livre. Mais je savais pas ni que je pouvais ou savais ou était capable d'écrire. J'avais jamais vraiment lu comme tel, donc c'était vraiment pour moi une surprise. Mais en même temps, ça m'a, tu sais, c'est comme j'ai eu le sentiment qui est né à l'intérieur de moi de, ben, coudonc, j'ai peut-être un message à transmettre. À l'époque, je pensais que j'étais guérie de mon agression sexuelle. J'étais pas guérie, j'avais appris à vivre avec. Mais c'est subtil, la différence entre les deux, je te l'accorde. Euh, et donc, à force d'écrire tout ça, ben, je me suis dit, ben, coudonc, j'ai quelque chose à offrir et je me suis mis j'ai mis en place ma business pour aider les gens à sortir de l'expérience de l'agression sexuelle et je me suis mis à donner des conférences. Donc, je faisais des salons puis je donnais des conférences. Et quand j'ai donné, je me souviens plus ma première, deuxième, en tout cas, c'était dans mes premières conférences, peut-être la troisième ou plus, là, c'était vraiment dans mes premières conférences que je donnais. Euh, et c'est comme si j'avais été capable comme de sortir de mon corps puis de me regarder en train de donner ma conférence. Et ça a été vraiment un moment clé où est-ce que j'ai fait comme, wow, wow, je suis capable maintenant, parce que je l'ai vécu, je peux aider des gens. Et je suis comme, c'est donc bien la fête. Je me suis comme réjouie spontanément du constat que j'étais en mesure d'aider les gens. Et quelques jours plus tard, j'ai fait un rêve vraiment incroyable. Dans ce rêve-là, je me voyais moi et l'agresseur, le grand agresseur, et on était comme côte à côte et je soutenais comme son bras et on s'est regardé dans les yeux et lorsque je l'ai vu, j'ai vu euh, la même insouciance, la même tendresse, la même peur, la même chose qu'il y avait dans mes yeux à moi. Et ça a été plus fort que moi, j'ai comme sauté au cou. Et à ce moment-là, je me suis réveillée et là, j'avais de la misère à respirer, j'avais l'impression d'occuper toute la pièce. C'était vraiment un moment très, très, très intense, très physique. Je savais pas si je pleurais, si je riais ou si j'étais en extase. C'était comme lumineux de l'intérieur. C'était vraiment une expérience qui m'a totalement dépassée. Et j'étais comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai fait comme, ah ben, je dois être guérie. Et j'ai été méga sceptique. J'ai dit, hey, ça fait 20 ans, 25 ans, je pense que je pensais être guérie puis que je ne suis pas. Ben, je vais aller voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai entrepris des démarches pour aller voir, reprendre contact avec cette personne-là. Et ça s'est fait.
Ça a pris 5 mois, je pense, je le raconte dans mon premier livre. Ça a pris 5 mois du moment que j'ai pris contact puis qu'on se revoit. Et c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Et chaque fois que je le raconte, je le revis avec une intensité incroyable. Lorsque il est arrivé au restaurant, on s'était donné rendez-vous à un restaurant. Et lorsqu'il est arrivé au restaurant, j'étais comme un enfant qui vient d'avoir un chien pour Noël, là. Tu sais, j'étais tellement palpitée, donc je revivais le même moment que j'avais vécu dans mon rêve, mais là, il était en vrai devant moi, et là, ça a été plus fort que moi, j'ai sauté au cou, et là, je serrais tellement fort, puis là, je disais merci, 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 puis là, j'essayais de reprendre mon souffle, j'étais un peu, là, j'ai repris mon souffle, et j'ai ressauté au cou, et j'ai dit merci d'être là. Parce que, parce que, pour la première fois en 25, 28 ans, je me rappelle plus exact, je ne me sentais pas petite comme ça, tout petite, là, 1 pouce de haut. Je me sentais pas minable. Et j'avais l'occasion de ne pas me sentir minable à côté de quelqu'un qui m'avait fait sentir minable. Donc, pour moi, ça a été l'espace où j'ai pu toucher à comment je peux ne plus être minable? Comment je peux changer de forme? Comment, dans la même relation avec les deux mêmes personnes, j'ai pu me sentir aussi minable et aujourd'hui aussi extasionnée, ou je sais pas trop quel mot utiliser, mais j'étais tellement dans une extase incroyable, justement parce que je me sentais plus minable. Comment je pouvais passer d'un espace à l'autre? Et c'est ça qui m'a vraiment rentré à l'intérieur de moi. J'ai fait comme, c'est juste parce que j'en suis plus convaincue. À l'époque, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Aujourd'hui, je te le raconte. Mais ça a été, tu sais, ça, c'est en 2018 que j'ai vécu cette expérience-là. Où est-ce que je l'ai revu? C'est en 2018. Et depuis, l'expérience a tellement pris de l'ampleur parce qu'en ayant changé de rôle dans cette histoire-là, ça a pris de l'ampleur, là. J'ai conscientisé tellement de choses, dont, par exemple, que je suis sortie de mon corps lors de l'agression. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas que je faisais. Mais aujourd'hui, je sais que non seulement je suis sortie de mon corps à ce moment-là, mais j'étais une délinquante parce que je sortais de mon corps très souvent, mais c'est par après que je l'ai conscientisé. Donc, c'est toutes des choses que si j'avais pas accepté de changer de rôle et que je m'étais enfermée dans la victime que je croyais être, j'aurais pas pu toucher au potentiel de l'expérience. J'aurais pas pu m'enrichir de l'expérience. Et ça a nécessité que je doute suffisamment. Donc, oui, j'étais une victime d'agression. J'ai fait le choix de me dire, ben, coudonc, ça a l'air que j'ai quelque chose à offrir. J'ai décidé d'offrir quelque chose. Je me suis vue comme une personne ressource. Donc, j'ai changé de rôle dans l'histoire de ma vie et mon expérience s'est transformée. Donc, cet espace-là a été vraiment, pour moi, d'une révélation incroyable qui a ouvert à me donner accès à toute la richesse de l'expérience. Parce que quand je dis la richesse des différences, c'est que ça fait la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence dans mon expérience? C'est de douter. De douter de mon rôle, de douter de son rôle, de douter de notre relation, de douter de l'expérience, qui a permis qu'il y ait de la place pour que ça fleurisse et que ça devienne une expérience extraordinairement florissante, enrichissante pour moi. Et c'était vraiment drôle parce que tu sais, quand on s'est revus, on a passé par, je pense, 2 heures et demie à jaser. Euh, donc, je lui racontais comment j'avais vécu le avant, pendant, après. Il m'a raconté comment il avait vécu son avant, pendant, après. Et on se rendait compte que nos histoires étaient complètement différentes. Euh, mais ce qui était intéressant aussi, c'est que on s'est rendu compte qu'on était tous les deux en perte de contrôle, que c'est des animaux qui se sont côtoyés dans cet espace-là. C'était une enfant naïve, mais une femelle qui avait été choisie. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises en lumière, dont le moment où je suis sortie de mon corps. Euh, et j'ai demandé, tu t'es-tu rendu compte que je suis sortie de mon corps? Et il me dit, quand même que je m'en serais rendu. Il dit, j'étais pas assez là pour me rendre compte de quoi que ce soit. Donc, même lui était conscient de son niveau d'absence, malgré, tu sais, qu'il était pas très dans la spiritualité comme telle, mais il se rendait compte qu'il était pas lui-même dans
live. Donc, ça a été vraiment super intéressant là, de vivre cette conversation-là. Ça m'a tellement amené un gros wow dans ma vie. Et j'étais encore plus capable d'aider des gens à pouvoir changer de rôle dans cette histoire-là. Donc, ça a été, tu sais, cette expérience-là, j'arrête jamais d'en parler parce que tout dépendant de ce que j'ai à amener comme notion, cette expérience-là est tellement riche sur tellement de niveaux, sur tellement de plans relationnels, identitaires, que ça peut pas faire autrement que j'en parle souvent. Même je me tombe ses nerfs des fois, bon, encore. Mais il y a tellement de choses dans cette expérience-là que je ne voudrais pas me priver, mais que trop de gens se privent parce qu'ils ne doutent pas assez qu'il y a un cadeau, il y a un bénéfice à aller chercher en toute expérience, et ça, je le dirai jamais assez. Donc, même dans une expérience comme ça, il y avait tellement de cadeaux, il n'y en avait pas un, là, il y en avait plein, dont ma connaissance de moi, d'apprendre à m'aimer dans ma vulnérabilité, d'apprendre à m'aimer dans ma vulnérabilité, dans mon innocence, dans ma, tu sais, j'étais tellement, j'avais tellement pas d'instinct de survie, j'avais pas d'instinct de protection, je fonçais tête baissée partout. Donc, tu sais, ça m'a aidé à me repositionner sur tellement de choses. Mais si j'avais pas permis que ce soit un outil de connaissance de moi, que ce soit un outil d'évolution, ben, je me serais limitée à mourir victime de l'expérience et, je sais pas, ça me tentait pas. J'avais envie de me donner des options, comme je dis toujours. Donc, deuxième, je suis entrée en contact avec mon pouvoir de création et j'ai pu enfin créer du chocolat au lieu de du caca. Euh, oui, parce que si je regarde la Chantal que j'étais juste avant, là, admettons la veille de l'agression, cette femme-là était, ben cette femme-là, cette adolescente-là, j'avais 15 ans, là. Donc, cette adolescence-là, elle était convaincue qu'elle séduirait jamais d'homme parce que j'avais pratiquement pas de seins. Elle était convaincue que personne s'intéressait à elle. Donc, que j'étais... que j'étais un fantôme, dans le fond. J'étais convaincue de pas exister. Donc, sens-tu que je me suis magnétisée, en quelque sorte, la preuve du contraire, parce qu'on n'est jamais un fantôme, sauf quand on est convaincu de l'être. Puis de m'être livré quelqu'un qui m'a vu, quelqu'un qui m'a détrompé dans mon manque de pouvoir de séduction ou peu importe. Et c'est vraiment drôle, hein, parce que j'ai revu beaucoup de mes amis du secondaire et tu sais, il y en a qui se sont vraiment révélés. Hey, j'étais en amour avec toi. Ah, j'étais fascinée. Ton sourire était incroyable. Tu m'inspirais. J'ai eu plein de déclarations alors que je pensais être un fantôme. Euh, j'ai eu plein de déclarations dans les années qui ont suivi ou peu importe. Fait que ça a été vraiment. J'étais convaincue d'être un fantôme, mais je l'étais tellement pas. Puis il y a plein de gens qui étaient amoureux de moi ou qui voulaient être mes amis. Puis je, je, je l'avais pas vu. Quand on est convaincu de quelque chose, on voit pas d'autre chose. Et c'est pour ça que je suis devenue enseignante de lucidité, parce que c'est tellement facile de ne pas voir ce qu'on sait pas qui existe et ce qu'on est convaincu qui n'existe pas, là. C'est possible de voir quelque chose qu'on est convaincu qui n'existe pas. Donc, comment on peut arriver à voir quelque chose qu'on ne conçoit pas comme possible? Ça nécessite mon ingrédient secret, le doute. OK? Donc, souviens-toi, ça fait drôle à dire, là, mais souviens-toi de douter. OK? Que de douter de ta. Je dis pas de douter de toi. OK? Il y a une nuance super importante, là. Souviens-toi de douter de ta conception de toi. OK? Une conception, ça veut dire tu te conçois comme. Tu t'es collé une identité, tu t'es défini comme. OK? Donc, souviens-toi de douter de ta conception de toi pour t'ouvrir le champ des possibilités à pouvoir être et expérimenter autre chose. Donc, le doute, là, pour moi, c'est mon ingrédient secret par excellence pour amener des changements dans ta réalité, dans ta vie, dans tes relations. Donc, je te donne la question spring à te poser à toi.
pour te permettre de semer le doute dans ta réalité. Alors, la question clé, c'est si cette expérience est exactement ce que j'ai besoin, comment puis-je l'utiliser pour me faire du bien? Et ça, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand tu vis de culpabilité, veux pas, tout ce que les gens te disent, c'est des reproches. OK? J'étais vraiment malade mentale, c'était pas des blagues. Donc, on a cette capacité-là à interpréter des paroles, transformer des paroles. Tu sais, on est capable d'interpréter des regards. Ben, on est aussi capable d'interpréter des paroles et de transformer tout. Et moi, bien sûr, j'avais cette facilité-là à transformer tout en reproche, de transformer tout en violence. Donc, j'avais cette facilité-là à créer du drame dans ma vie. Donc, c'est sûr que et mon processus, ça a été, admettons, donc supposons que cette phrase-là m'est dite pour me faire du bien et non pas me faire du mal. Et il a fallu que je m'entraîne à ça parce que je me suis rendu compte, c'est en m'entraînant que je me suis rendu compte à quel point j'étais entraînée à l'opposé. C'est en m'entraînant à me poser cette question-là. Donc, comment puis-je l'utiliser pour me faire du bien au lieu de me faire du mal? Parce que et c'était vraiment drôle. Parce que, moi, je te raconte, c'était vraiment drôle comment que, que c'était cocasse. Parce que je m'étais chicanée avec ma sœur. Ma sœur me reprochait d'être comme mes parents, comme ma mère et tout ça. Et là, je remonte en haut, puis là, j'étais craquée parce que, tu sais, j'étais tellement convaincue de pas être comme ma mère et je voulais pas être comme ma mère. Et là, j'arrive puis je dis à mon chum, bien fâché, tu sais, je dis, ben là, en plus, elle osait me dire que j'étais comme ma mère. Et là, mon chum, il a osé répondre. Il répond pas souvent parce que c'est un introverti. Ben, en tout cas, il l'était plus maintenant, mais il l'était beaucoup. Et il dit, ben oui, mais c'est vrai. Et là, les fils sont touchés. J'ai littéralement disjoncté. Et là, j'ai dit, bon, OK. Mon chum, il est pas fou, il est pas stupide. Puis, tu sais, ça faisait, je sais pas, moi, peut-être 15 ans qu'on était ensemble, je sais plus. Puis, fait que là, je fais comme, OK, avant de le frapper, je vais descendre en bas. Et là, je me mets à justement m'entraîner à utiliser cette phrase-là. Comment cette phrase-là peut me faire du bien au lieu de me faire du mal? Et je mijotais la phrase et je mijotais la phrase pour enfin me rendre compte que oui, j'étais comme ma mère. J'étais, j'avais tendance à transformer les choses et j'avais cette aptitude, cette facilité à me faire du mal avec tout ce que je pouvais entendre, tout ce qu'on pouvait me faire. Et là, quand je l'ai réalisé, j'ai dit, ah ben, tabarnouche. Et donc, je suis remontée voir mon chum et je me suis dit, comment, attends, faut que je me rappelle de la phrase parce qu'elle était vraiment, parce que on sait que les réponses sont tout le temps dans les questions quand la question est bien formulée. Et j'avais cette notion-là, ben, j'avais déjà pris une formation en PNL, puis je savais que si j'arrivais à formuler ma question comme il faut, ma réponse serait dedans. Et, ah, c'est ça, la question, ça a été, avant que je me c'est ça, je vais remonter à voir mon chum et je vais lui demander, avant que je me fasse du mal avec ce que tu viens de me dire, en quoi tu trouves que je suis comme ma mère? La réponse était dans la question, je me fais du mal avec ce qu'on me dit. Donc, quand je suis remontée dire ça à mon chum, puis qu'il m'a répondu qu'est-ce qu'il voyait, puis tout ça, tu sais, ça m'a tellement été bénéfique. Mais c'est sûr que ça m'a réactivé émotionnellement. Et pourquoi ça m'a réactivé émotionnellement? Parce que je ne me voyais pas. Donc, si on permet que ce qui nous agresse soit des outils bienfaiteurs, c'est là qu'on va chercher le potentiel de l'agression, dans le fond. Que ce soit une agression physique, mentale, émotionnelle, on s'en fout. Si ça nous agresse, c'est que soit on s'est collé une identité par l'expérience, avant, pendant ou après, et qu'on a à en sortir. Donc, si ça nous agresse, c'est qu'on ne voit pas les choix qu'on a faits qui nous ont emprisonnés dans l'identité en question. Donc,
je te répète la super question clé là, que tu peux te poser pour t'aider à sortir de tes impasses. Donc, si cette expérience est exactement ce que j'ai besoin, donc supposons que ce que je vis présentement, c'est exactement ce que j'ai besoin, comment je peux l'utiliser pour me faire du bien? OK? Donc, c'est vraiment à partir de cette question-là, là, tu vas pouvoir commencer à emboîter un processus, donc t'entraîner à sortir du triangle. OK? Donc, c'est vraiment une question vraiment super. Donc, je te donne un petit devoir ou un petit exercice à faire pour t'aider aussi à sortir de cet espace-là pour mieux te voir, puis sortir de ça. Donc, tu pourras le faire tout seul avec toi-même, peu importe quand tu voudras. Donc, laquelle de mes expériences m'a valu le plus d'attention ou a nourri ma confiance ou ma valorisation? Ça, c'est vraiment le piège. Donc, pour sortir des pièges identitaires et relationnels, parce qu'on cherche à exister. OK? Donc, pourquoi je te donne ce petit incitatif d'intégration-là? C'est pour te voir au maximum. OK? Je te donne un exemple. Je sais pas, moi, tu as fait un exposé oral à l'école et les enfants ont tous ri. OK? Donc, tu t'es infligé l'humiliation. Tu as présumé de pourquoi ils riaient. Peut-être qu'ils te trouvaient juste drôle, peut-être que... Peu importe. OK? Donc, c'est sûr qu'on interprète. OK? Donc, à partir de là, c'est sûr que tu avais plein de monde qui te regardait et tu t'es senti petite ou petit comme ça. Donc, tu as existé en tabarnouche là, dans ce moment-là. Et tu as existé pourquoi? Parce que tu avais une grosse crispation, une grosse densité dans ton corps. Donc, ton âme et ton ego existaient vraiment. C'était vrai. Tu étais tellement dense, tu étais comme une table, donc tu étais vraiment dense, donc tu existais vraiment. Les espaces à haute densité, les espaces les plus honteux sont très denses, c'est très souffrant. C'est pour ça qu'on s'en rappelle longtemps. Je l'ai expliqué là, dans Sensibilité, dans l'épisode sur la sensibilité, qui était l'épisode sensibilité, l'épisode 4. OK? Donc, je parlais de la sensibilité et tout ça. Donc, les espaces de très honteux, c'est de la haute densité, ça rend la réalité très crédible. OK? Et on se définit beaucoup. Donc, dans ces espaces-là, c'est là qu'on a existé à plein, OK? Donc, si tu es capable d'aller dans tes espaces où est-ce que tu as existé tout plein, que ce soit parce que tu as eu beaucoup d'attention, soit par beaucoup de monde ou de quelqu'un avec intensité, soit parce que tu as nourri ta confiance. Ça veut dire quoi? Tu as vécu une épreuve épouvantable, puis tu as réussi à t'en relever, puis tu as existé. Au bout, tu t'es valorisé par ta capacité à sortir de la merde. Donc, ta confiance et ta valorisation vont souvent se développer. Tu vas exister par ta capacité à te sortir de la merde. Donc, ça, c'est des pièges qui vont faire que comment tu peux continuer d'exister comme une personne haute à se sortir de la merde si tu n'as pas de marde? Donc, tu dois trouver un autre espace de valorisation. Donc, nos espaces par lesquels on cherche à exister, qui étaient dans notre ancienne vie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie change, là, c'est sûr! Donc, les espaces par lesquels tu as le plus existé, donc soit tu as eu de l'attention, soit tu as eu de la honte, soit tu as développé ta confiance ou ta valorisation, c'est des espaces qui exigent le avant. Donc, si tu veux vivre d'autres avant que de la marde pour te valoriser, trouve quelque chose pour te valoriser sans avoir de la marde. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, pour sortir des pièges identitaires et relationnels, cherche par quoi tu veux exister et crée-le. Dans mon école, Confetti ta vie, dans le processus qui se vit là, dans tout le programme au complet, c'est vraiment ce que je t'amène à faire, c'est à te voir donc c'est pour ça que c'est de la lucidité identitaire relationnelle, je t'amène à te voir dans ton processus identitaire et relationnel et à te mettre au monde sous une nouvelle forme. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais tu es très bien accompagné dans le programme, puis de toute façon, moi, je suis là toutes les 2 semaines, là, donc tu n'es pas tout seul pour le faire, mais c'est vraiment ça. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te vois, que ce soit parce que tu es prisonnier, prisonnière du triangle victime, bourreau, sauveur, soit parce que tu t'es défini et tu es prisonnier parce que tu manques d'options
pour te définir ou pour exister sous une autre forme. Donc, je veux que tu te vois et que tu saches qu'il n'y aura jamais trop de doutes dans ta vie, mais en plus, si tu n'es pas confortable, et ouvre le champ des possibilités. Donc, sous quelle forme tu pourrais exister? Sous quelle forme tu aurais pu exister? OK? Parce que souvent, avant d'être capable de créer, on se retrouve à pas avoir le choix de jouer dans notre passé, là. Tu sais, on se ramasse à être obligé de jouer dans notre boîte de notre passé, puis c'est pas le fun. Parce qu'on n'a pas encore appris à créer, puis on a de la misère à croire qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister. Donc, à défaut d'être capable d'apprendre à créer, si tu veux apprendre via mon école, ça va être plus simple, mais à défaut d'être capable de créer, si tu n'as pas le choix de jouer dans la boîte, ben, rouvre les hypothèses, donc en jouant dans ta boîte de ton passé, rouvre l'hypothèse que c'était des cadeaux, que tu en avais besoin. Quel besoin t'as comblé par l'expérience? Quelle limite t'as découvert? Quelle partie de toi t'as eu à t'aimer? Tu sais, comme moi, dans l'agression sexuelle, j'ai eu à m'aimer dans ma vulnérabilité, mon insouciance, ma naïveté. Tu sais, j'ai eu à apprendre à m'aimer là-dedans, là. Et c'est par là que j'ai accédé à mon extase que j'ai vécu pendant la nuit, là. Je me suis aimée dans ma naïveté, je me suis aimée dans mon innocence. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu transformer mon expérience parce que la réalité part du corps. Donc, d'arriver à générer un nouveau mouvement, c'est ce qui a fait la transformation. Donc, si t'es pas capable de créer puis de croire en quelque chose de nouveau qui peut naître, ben recrée-toi dans ton passé, puis au moins ça va te permettre d'aller chercher des richesses insoupçonnées parce que tu vas pouvoir te rendre compte que t'as pas juste vécu de la merde, t'as vécu des expériences qui t'ont donné l'occasion d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te connaître, et ça, c'est vraiment un processus qui se vit pas mal dans l'inconfort, là, parce que, tu sais, quand on découvre nos limites, ben, on les découvre dans une surprise, dans une maladresse. Quand on découvre nos besoins, on aimerait ça pas les avoir. Tu sais, c'est pas des zones confortables, là, de découvrir, d'apprendre à se connaître dans nos besoins, nos limites. Donc, c'est inconfortable par défaut, mais si on permet pas que ce soit bénéfique, ben c'est là qu'on tombe dans un schéma où on a l'impression de subir notre vie, puis qu'on reste dans la victimisation. Et que, veut pas, à un moment donné, on va passer vers le bourreau ou le sauveur, inévitablement, parce qu'on n'en pourra plus d'être la victime de notre vie. Donc, si tu veux sortir du triangle, tu dois permettre le bénéfice en toute expérience. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de terminer tout ça avec notre super mantra. Je sais pas si t'es content, là, ou content ou contente là, que j'aille intégrer là, depuis déjà depuis l'épisode 9, que j'intègre des mantras à la fin des épisodes. Tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo ou peu importe, je sais pas de où est-ce que tu l'écoutes ou sur mon formulaire là, sur mon site web, sur richessedesdiférences.ca. Laisse-moi un commentaire si tu es content ou contente que j'intègre des mantras maintenant dans la série de podcasts. Parce que depuis l'épisode 9 et jusqu'à temps que j'arrête de faire des podcasts, si j'arrête, j'ai des mantras à la fin qui permet l'intégration de ce qui a été enseigné dans le podcast, dans l'épisode. Alors, c'est le moment de sortir ton crayon pour prendre en note. Ouais, il était quand même assez long le mantra, mais il fait du bien, tu vas voir. Donc, je choisis de découvrir le créateur que je suis en m'abandonnant à la réalité que toutes mes expériences révèlent des œuvres divines de ma création. Je me réjouis de pouvoir me combler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais te l'expliquer avant de le répéter. C'est que si tu n'es pas capable de voir que tu t'es livré tes expériences du passé parce que ça te comblait d'une façon quelconque, tu ne seras jamais capable de croire que tu es capable de créer quoi que ce soit. C'est comme enlever ses toiles à un peintre, OK? Donc, tu dois permettre que ton passé soit des œuvres que tu as créées sans savoir que tu créais, sans savoir que tu pouvais créer, mais tu t'es livré ce que tu avais besoin, OK? Pour sortir de ton illusion, pour sortir de tes croyances limitantes, pour sortir de tes peurs, peu importe. Tu t'es livré des choses. Mais si tu n'es pas capable d'arriver à te convaincre que tu t'es livré ça, tu ne pourras jamais te convaincre que tu es capable de livrer autre chose, OK? Donc, le mantra t'invite vraiment à choisir de découvrir, de voir, d'enfin réaliser que tu es un créateur et de permettre que tu peux aussi encore te combler, mais au lieu de te combler avec de la marde, tu peux te combler avec des bienfaits. OK? Donc, je répète,
Le mantra, je choisis de découvrir le créateur que je suis en m'abandonnant à la réalité que toutes mes expériences révèlent des œuvres divines de ma création. Je me réjouis de pouvoir me combler. C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Pour moi, une grande victime bourreau sauveur, une grande ex-victime, ex-bourreau, ex-sauveur qui s'est bourré la face vraiment. J'ai trempé là-dedans pendant un bon moment, je te dirais pendant peut-être 40, un bon 40 ans, là. Donc, j'ai trempé là-dedans longtemps jusqu'à ce que je puisse jouir d'une vie en dehors de ça. Et ça m'a pris 3 fois à sortir pour vraiment en sortir parce que on pense qu'on en sort, mais le sauveur est vraiment très subtil, là, c'est le plus sournois des 3. Donc, c'est très, très, très difficile de se voir et c'est pour ça que je t'ai donné vraiment les outils pour que tu puisses te voir parce que le sauveur, je trouve que c'est le plus sournois des rôles parce que c'est un espace de valorisation, veut pas, donc c'est facile de justifier des comportements nocifs, c'est facile de justifier tout ce qu'on vit puis toutes les gens qui nous entourent parce que on se valorise par le soutien ou l'aide qu'on apporte, donc c'est vraiment sournois de se retrouver dans cet espace-là, mais c'est pas moins nocif autant pour soi que pour les autres. Donc, c'est de permettre de sortir du rôle du sauveur, ça veut dire permettre à ceux qui nous entourent d'être heureux. Souviens-toi de ça. Sortir du rôle du sauveur, c'est permettre à ceux qui nous entourent d'être heureux, et ce, à leur façon. Donc, c'est vraiment, moi, je l'ai appris à la dure, ça. Il a fallu que je me libère de relations extrêmement nocives pour accéder à ça, mais je te souhaite vraiment de le faire. Je le raconte dans mon 2e livre. Donc, c'est vraiment comment je peux t'aider dans tout ça. D'habitude, je parle d'un produit en particulier, mais étant donné que je sais que c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans sa évolution, je vais te donner les subtilités de mes 2 livres versus l'école, OK? Confetti ta vie, qui est mon premier livre qui est sorti en 2019, lui, il va t'amener à vivre l'expérience de changer de rôle dans l'histoire de ta vie. Il va t'apprendre comment le faire, OK? Donc, j'ai un processus très simple, très simplifié, puis très... tu sais, j'ai eu vraiment des bons commentaires. Les gens m'ont dit, ton livre a changé ma vie. Et c'était beaucoup des victimes qui sont venues me dire ça parce qu'ils étaient très prisonniers dans un espace de vulnérabilité. Donc, Confetti, c'est vraiment un livre qui apprend à changer de rôle dans l'histoire de notre vie. Je raconte comment je suis sortie de la maladie mentale, les tentatives de suicide de mes proches et l'agression sexuelle. Mon 2e livre, Et si Dieu était matière, lui qui est sorti en 2022 au Québec, en 2023 en Europe, ça, c'est l'initiation à la création. Donc, tu vas vraiment goûter à l'aspect multidimensionnel de l'humain. C'est, tu vas vraiment plus comprendre comment les égos naissent, comment on fuit. Tu vas comprendre les segments de l'activité mentale. Donc, tu vas vraiment comprendre c'est quoi un humain dans son essence avant d'être quelqu'un. Et ça va t'initier aux outils de création. Donc, tu vas pouvoir comprendre comment créer. Et mon école, dans le fond, qui est comme mon livre Et si Dieu était matière, mais dans la version, dans toute sa splendeur, là, tu sais, c'est un programme quand même dans 12 modules qui se vit à peu près en 12 mois. Donc, ça se vit sur 1 an. Tu peux le vivre en 6 mois, là, mais ça va brasser. Je te conseille de faire, admettons, un module par mois. Ça a bien du bon sens. Donc, ça amène la maîtrise. Ça amène à accéder à une nouvelle réalité. Tu vas accéder à la liberté d'être. Tu vas sortir du passé puis du futur. Tu vas vraiment vivre une immersion dans le présent sans même t'en rendre compte parce que c'est tellement subtil comme processus que tu te réveilles puis tu fais comme hey, mon Dieu, ma vie est donc bien différente, puis tu n'as pas l'impression d'avoir fait tant de choses pour te retrouver dans ces espaces différents-là parce que le programme est vraiment monté dans une
pédagogie incroyable qui t'amène à faire des choix, faire des choix, faire des choix. Et c'est ce qui fait des changements dans notre vie, c'est faire des choix. Mais si c'était juste du bourrage de crâne, ben apprendre, ça change rien dans une vie. Là, c'est vraiment des choix qui t'amènent à expérimenter une nouvelle réalité. Donc, c'est vraiment très différent comme processus. Donc, tout dépendant où tu es rendu dans ton évolution, ben tu as des outils vraiment pertinents pour t'aider. Puis surtout, l'école, ben tu vas pouvoir me jaser à toutes les 2 semaines. Là. Fait que c'est vraiment... c'est 30 heures de formation préenregistrée, mais tu as de l'accompagnement, là, tu as 76 heures d'accompagnement avec moi, là. Donc, les rencontres de groupe sont vraiment enrichissantes. Et tu n'as rien de ce qui est tu sais, dans le podcast est complémentaire. J'ai tout dit à mes étudiants, écoutez les podcasts parce que c'est du surplus, là. C'est du nanane, c'est du fromage. Donc, c'est vraiment pas, l'axe d'enseignement est pas le même que sur le podcast. D'ailleurs, j'ai tellement eu de la misère à trouver un axe de podcast qui rentrerait pas en conflit avec mon école. Donc, les enseignements que tu trouves à l'école ne sont pas les mêmes que ce que tu peux trouver dans le podcast. Alors, j'espère que tu as aimé ton émission. Je t'invite à mettre des petits pouces, à liker. Je ne sais pas si tu écoutes sur YouTube, Spotify ou sur Ocha ou peu importe, ou directement sur mon site web. Et partage. Comme tu peux voir, ça se prête à tout le monde. Donc, je t'invite vraiment à partager avec les gens que... Donc, tu peux envoyer juste le lien richessedesdifférences.ca puis les gens vont pouvoir aller choisir la plateforme d'écoute qu'ils préfèrent, là. Fait que je te remercie pour ton écoute. J'adore produire ces émissions-là et je sais que si ça a fait une différence dans ma vie, ça peut faire une grosse différence dans la tienne aussi. Je te souhaite une excellente journée et souviens-toi que la différence peut faire toute la différence. Bye bye.